Bonjour tout le monde. J'espère que cette fois ça tient bon. La connexion est là et j'espère aussi que la diffusion. J'aimerais bien avoir la confirmation de M. Badr Boulak si elle est là. Et voilà, on entame une autre aventure avec un autre cours qui est bien sûr qui se base sur une nouvelle norme ou un standard qui est le ISO 21500. Je suis persuadé que plusieurs d'entre vous n'ont pas déjà une idée sur ce standard qui est très, très nouveau. Et je sais aussi, lorsqu'on parle de project management ou project manager, ou on parle du management de projet, il y a des normes et des référentiels qui viennent à l'esprit. En l'occurrence, on parle surtout du PMP, Project Management Professional de PMI. On parle aussi de Agile Scrum de Axelos, on parle de Prism, on parle de Agile Scrum et on parle d'autres je dirais, de d'autres méthodes de management de projet. Alors, le management de projet peut être entamé par tous ces moyens-là et tous ces outils-là. On peut même aller vers une méthode traditionnelle qui permet, bien sûr, de présenter le projet dans sa nature, avec des étapes bien déterminées. Mais je crois aussi que là, l'arrivée du ISO 21500, c'est vraiment, ça va métamorphoser un peu l'état d'esprit. D'accord? Chaque méthode, il a ses détracteurs, chaque méthode, il a ses partisans, bien sûr, mais ça reste toujours qu'il y a une grande différence des méthodes. Si on prend par exemple le PMP, ces détracteurs disent que c'est une méthode un peu qui est très lourde, c'est une méthode qui est bien sûr qui est… J'attends toujours la confirmation, je ne sais pas si ça passe, ça colle. Je ne sais pas si ça passe ou pas. J'aimerais bien avoir la confirmation de M. Badr Boulek. J'aimerais bien, parce que ça serait mieux de ne pas répéter la même chose, surtout dans le démarrage du cours. J'essaierai de contacter M. Badr. Et voilà. Pour moi, je crois que c'est OK. Je suis déjà en live. Je suis déjà en direct. Alors voilà, nous allons entamer cette aventure avec cette méthode extraordinaire. Le titre, c'est Lead Project Manager. D'accord? Ça veut dire que ça te permet de vous préparer en tant que Lead Project Manager, mais en même temps, il se base surtout sur la notion de management de projet. La première ambiguïté à enlever, c'est que lorsqu'on parle de management de projet, ça n'a rien à voir avec la gestion de projet. La gestion de projet, certes que nos amis français préfèrent toujours ce terme gestion de projet, mais la gestion de projet, c'est une autre, je dirais, c'est une autre cuisine et c'est autre chose à discuter après au fur et à mesure de roulement du cours. Alors, je commencerai bien sûr par voilà, le cadre normatif et réglementaire. Ça veut dire qu'on est là dans un cadre qui a été respecté, qui a été validé par des instances. Et bien sûr, aussi, c'est un standard ou un référentiel qui a été, bien sûr, adjugé et validé par l'organisation à l'ISO, qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler la dernière fois. Les principes de base, ils sont très connus. J'ai déjà parlé qu'il y a un système de management. On parle de système de management de la qualité, système de management de la sécurité, système de management, bien sûr, de management de projet. On aura un système de management qui est basé toujours sur le ISO 9001
qu'on va bien sûr vous montrer très, très rapidement. Et bien sûr, on est dans l'obligation de voir les autres normes de management de projet. Il y a des normes qu'on doit bien sûr citer. Et l'objectif de cette première séance, c'est de vous en parler surtout sur ces normes et ces référentiels qui existent et c'est quoi la différence entre eux. Parce que pour une petite entreprise, on ne va pas dire que PMP, ça serait une méthode adéquate, une norme adéquate. Pour une société de développement, ce n'est pas une société de construction. La nature du projet ou la nature de l'activité est un facteur fondamental je dirais, dans le choix de la méthode. On entend parler actuellement de Agile Scrum. Le terme agile ou l'agilité en général devient un facteur très, très, très puissant du choix. Et c'est pour cette raison que pour les sociétés qui ont un changement de type d'activité ou bien ils sont toujours en mode de projet et les projets qui ont des ressources qui sont partagées ou réparties, ça nécessite une certaine agilité dans le traitement. Alors là, pour une société de développement, une petite société de développement, on ne va pas imposer la loi de la jungle et lui dire que vous êtes je dirais, dans l'obligation d'utiliser PMP, vous êtes dans l'obligation d'utiliser Prince2. C'est pour cette raison que vous soyez, je dirais, un utilisateur ou bien un partisan de ces normes-là, ou surtout, je parle des sociétés et des organisations. Le choix, il est pertinent. On ne peut pas aller directement vers le PMP, vers le Prince2, vers le Agile Scrum ou pour le Prism. Il faut bien savoir c'est quoi l'activité, c'est quoi la norme ou le référentiel adéquat. Alors, le ISO, on a déjà parlé de ça. On a dit que voilà, le ISO, c'est une organisation de standardisation très connue, plus de 164 pays en tant que membres, et bien sûr 21 542 normes depuis 1947. C'est vraiment énorme. Je dirais que le ISO ainsi que le BS, ça veut dire le British Standard, il regroupe, là, je dirais, 90% des normes dans le monde. Alors, ça, on va passer. Le 7 principes de management, un petit rappel, le leadership, l'implication du personnel, d'accord? L'implication du personnel, l'approche processus, l'amélioration, le leadership, bien sûr, la prise de décision fondée sur des preuves et bien sûr, surtout la partie orientation client. Le management des relations avec les parties intéressées, bien sûr. Et on a bien sûr, entre autres, c'est les 7 principes qui regroupent et qui, bien sûr, qui sont utilisés dans tous les systèmes de management ISO. Voilà. Alors, les normes relatives, bien sûr, au management de projet, et qui sont utilisés par le ISO 21500 parce que, laissez-moi vous expliquer un point qui est très délicat. La chose ou l'élément qui crée la force de ISO 21500, c'est qu'il a attendu jusqu'à que les autres, je dirais, les autres normes et les autres référentiels arrivent à une certaine maturité pour commencer à faire une inspiration. Ça veut dire que le ISO 21500, ce n'est pas une nouvelle création, c'est une norme qui se base sur des existants, quelque chose qui est existant. Commençons par le guide campus qui est le PMBOK, Body of Knowledge, PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Voilà, et je dirais que ce 75% à 70% de l'ISO 21500 provient du PMBOK. D'accord? Et c'est un point fort. Il y a le Dutch Reference, ça veut dire que c'est un système de management de projet allemand, ce qui s'appelle la norme DIN, d'accord? Et bien sûr, il y a le BS qu'on a cité auparavant, c'est le British Standard, qui bien sûr s'intéresse aussi au management de projet. Et bien sûr, c'est le BCI, la norme anglaise BCI, British Standard Institute. Voilà, le ISO 21500, il prend bien sûr sa composition de ces 3 normes et je crois que c'est un avantage extraordinaire qui permet que cette norme englobe toutes les normes existantes et en même temps,
nous laisse une certaine agilité, une certaine flexibilité d'adapter l'entreprise à la norme. Alors, revenons à cette adaptation parce que lorsqu'on parle du PMP, le PMP il est un peu lourd, très lourd en matière de documentation, en matière de vérification et bien sûr, la partie, je dirais, management de projet dans le projet, partie management de projet, suivi de projet, bouffe une grande partie du temps, l'échéancier, c'est ce qui influence pardon, sur l'échéancier. Et bien sûr, il va bouffer une grande partie du coût de réalisation. Des dates très importantes sur le ISO 21500, vous allez comprendre que la première version du Prince2 était en 1989, d'accord? Et vous voyez que le Prince2, il est plus ancien. Les informaticiens connaissent un peu des référentiels. Ils connaissent ITIL, ils connaissent Prince2 qui sont issus de la Grande-Bretagne UK. Et c'était sur l'initiative surtout, l'initiative je dirais, l'initiative de l'État. C'est l'État qui a initié la mise en place de ces standards et de ces référentiels. Voilà. Après, en 1994, il y a les initiatives du management de projet avec le Project Management Forum, d'accord, qui deviendra après PMI. Et en 1996, on a la première version du PMBOK, bien sûr, selon la norme ANSI. Ça veut dire qu'il n'a pas été encore, bien sûr, pris en considération, en charge par le PMI. Une grande évolution qu'a connue le PMP, d'accord, bien sûr, jusqu'à la version 5. On a la version 5 et on est actuellement à la version 7, 6 plutôt. La version 6 qui a vu le jour, ça fait 2 ans, presque au moins, d'accord. Et bien sûr, en 2012, on a la publication du premier standard 21500. Alors, en parlant de standard, je n'ai jamais entendu parler qu'une entreprise elle est certifiée management de projet. Pour la simple raison, c'est qu'on n'a pas une certification des entreprises. On peut dire que les entreprises, ils respectent, mais on ne peut pas dire que les entreprises, bien sûr, ils sont, je dirais, ils sont certifiés. Mais grâce au ISO 21500, on a cette possibilité. Ça veut dire que cette société ou cet organisme, il respecte les standards, je répète et je souligne, les standards du management de projet. Alors, le ISO 21500 a pour objectif la description de haut niveau des concepts de management de projet, d'accord? La description aussi des processus. Et là, c'est très important. Quelle que soit la nature du référentiel, du standard, on se basera sur la notion de processus. Et d'ailleurs, c'est le système de management, le ISO 9000. Tous les standards, sans exception, se basent sur la notion de processus, d'accord? Alors, pour la version PMP, par exemple, la toute dernière version, on est sur 49 processus, avec une augmentation de 2 processus relativement à la version précédente qui est la version 5, d'accord? Il y a la notion de groupe de processus et les gens qui ont eu l'occasion d'étudier le PMP dans n'importe quelle version 5 ou 6, ils n'auront aucun souci de s'adapter, bien sûr, avec cette norme. Ils vont se trouver, bien sûr, familiarisés, soit avec la terminologie, soit avec, je dirais, la méthode de travail, soit surtout avec la méthode d'implémentation et de mise en place. Dernier point ici, on dit que les organisations ne peuvent pas obtenir une certification de cette norme, mais on peut dire que l'organisation, bien sûr, il est conforme avec cette norme. Il est conforme avec cette norme, chose qu'on ne pourrait pas dire avec les autres, bien sûr, les autres. Les exemples des méthodologies et normes utilisées, on a l'approche traditionnelle préconisée par tout le monde, presque toutes les sociétés sont dans une logique, un fichier Excel avec les tâches, avec le délai, avec le coût, d'accord? Il y a la méthode Prince2, il y a la méthode Guide PMBOK qui est Project Management Body of Knowledge, qui représente le PMP. Il y a une autre méthode très connue dans le secteur des constructions, des grandes constructions, les projets de construction. Il y a une chaîne critique de Project Management. Il y a l'Agile PMP qui peut bien sûr être Agile Scrum ou autre. Il y a le Lean Project Management. C'est un niveau très, très élevé. Bien sûr, on va détailler une par une.
Et il y a les extreme project management. Extreme project management, c'est pour des projets où le risque il est très élevé, ou bien on n'a pas une visibilité sur les conditions de travail et les conditions de réalisation de ce projet. Alors, pour l'approche traditionnelle, comme on l'a déjà dit, il convient à presque tous les domaines et tous les environnements. Ça veut dire que vous n'avez pas une méthode bien dédiée, vous n'avez pas une méthode délicate ou bien choisie. On a tout simplement, bien sûr, on a une méthode traditionnelle qui se commence bien sûr par initier le projet, puis on passe à la planification et conception, l'exécution, la surveillance et la clôture. Ça, c'est une méthode traditionnelle et qui va se répéter, bien sûr. Les autres, ils vont, bien sûr, ils vont suivre presque la même chose, mais avec un niveau d'organisation qui est un peu élevé. L'handicap, c'est qu'il ne convient pas aux environnements et conditions spéciales. Alors là, si vous avez des conditions spéciales, le secteur aéronautique, le secteur de fabrication d'automobiles, les arsenals nucléaires, etc., ces méthodes-là ne conviennent pas. Il convient à des petits projets, à des projets dont le risque n'est pas très, très élevé. Alors, il y a la méthode PRINCE2, d'accord. Parmi ses avantages, il est surtout utilisé pour les, je dirais, pour les sociétés, je dirais, informatiques, d'accord. Et voilà, il est orienté sur le résultat. Et lorsqu'on dit résultat, ça veut dire sur la satisfaction des clients, avec des processus, des éléments d'entrée et de sortie clés. Et c'est le principe, je dirais, du processus. On a besoin des inputs, on a besoin des outils de traitement, on aura besoin de output. D'accord? Bien sûr, avec l'amélioration de la communication au sein du projet. Et ça, il y a déjà un processus de communication. Vous ne trouverez pas, soit sur PMP, soit sur ISO 21500, soit sur Prism ou autre, qu'il n'y a pas. On insiste sur la communication à l'intérieur du projet et avec les autres parties prenantes en dehors du projet. Voilà. Le guide PMBOK, le fameux PMP, Project Management Professional, base principale, hein, comme j'ai déjà dit, 70 à 75% d'inspiration provient du PMP pour l'ISO 21500 parce que c'est le plus grand référentiel qui existe dans le monde. Parmi ses avantages, il vous donne des outils et des techniques. Alors, je dirais que quelqu'un qui n'a pas une grande connaissance dans le PMP, avec les outils et les techniques, il peut bien sûr s'adapter facilement avec ces méthodes-là. Pardon. Alors, plus de processus décrits en détail. Il insiste sur la description totale, mais son handicap qu'il est très complexe vu, je dirais, sa bureaucratie, beaucoup de documents à mettre en place, beaucoup je dirais, d'outils, beaucoup de techniques, et c'est un référentiel qui est très, très rigoureux. D'accord? Il se base sur la roue de Deming. C'est plan do check and act. Et bien sûr, ces éléments-là, ils s'appellent les groupes de processus. On commence par la planification, sans oublier un autre groupe de processus qui s'appelle l'initiation. C'est un groupe de processus qui s'appelle l'initiation. Alors, ça, c'est pour le PMP. Prism, c'est pour les grands facteurs environnementaux et surtout pour tout ce qui est, je dirais, projets de construction de grande envergure. Les gratte-ciel, les projets de barrages et les Didier parce qu'il est doté d'un système et d'ailleurs, il a été utilisé surtout par des sociétés de construction. C'est ça pourquoi il a eu cette réputation et qu'il est encore utilisé pour ces types de projets. Alors, il n'aura pas de succès si tous les niveaux de l'entreprise ne sont pas engagés avec des principes durables. C'est de l'engagement du top management et l'engagement, bien sûr, des autres parties prenantes. La chaîne critique, vous connaissez, je crois que vous connaissez la chaîne critique, vous connaissez le diagramme de perte. Ça, je dirais, c'est une méthodologie un peu mathématique qui vise, bien sûr, à
trouver le chemin le plus court et le plus fiable et le plus sûr pour, bien sûr, arriver aux objectifs. D'accord? Et vous allez faire le constat, c'est que même cette méthode, elle a été utilisée dans les projets de construction. Pourquoi? Parce qu'il y a des sanctions, il y a des pénalités à payer et on est toujours focalisé sur la date de livraison du produit. C'est très important. Et là, il n'est pas efficace, comme vous voyez, sur les projets de courte durée, parce que pour un projet où il y a 10 tâches, 4 tâches, je ne sais pas combien, même une dizaine de tâches, la solution du chemin critique n'est pas une solution fiable. On peut opter pour la méthode traditionnelle pour gérer ces types de projets. Alors, projet agile, et vous savez bien qu'il y a déjà une méthode qui s'appelle Agile Scrum, qui est utilisée en tant que méthode de projet, surtout pour les sociétés de développement. Il représente et protège les intérêts de toutes les parties prenantes, il réduit le risque, il améliore la qualité du produit, et bien sûr, comme tous les objectifs, parce qu'on est dans une logique management, bien sûr, système de management, l'accroît de la satisfaction client. D'accord? L'équipe flexible, ça veut dire que vous avez une équipe, bien sûr, qui a la possibilité de s'adapter avec les changements qu'on peut avoir. C'est surtout dans le secteur de production. Tout type de production. Vous avez la chaîne de production qui va livrer un produit X et vous serez dans l'obligation de s'adapter parce qu'un autre client va demander un produit Y. D'accord? L'équipe doit être dotée de cette flexibilité afin, bien sûr, de permettre, bien sûr, une meilleure utilisation de la méthode agile. Alors, voilà ici, je dirais, le lean management. Le terme lean, il est utilisé surtout dans l'optimisation. L'optimisation de quoi? De coûts. Et c'est pour cette raison, vous allez trouver la notion d'éliminer les gaspillages. Cette méthode est orientée comment réduire au maximum le coût de la réalisation du projet. D'accord? Elle est toujours dans une logique d'amélioration continue parce que vous allez déterminer un nombre de jours pour une tâche, un coût pour une tâche, pour la réalisation d'une tâche, mais ce coût-là ne sera pas figé. Vous aurez toujours la possibilité de réduire le coût et de réduire en même temps la durée de la réalisation. Les projets extrêmes, vous allez remarquer ici que le projet traditionnel, il a une suite logique bien synchronisée. Par contre, ici, vous n'avez pas de visibilité. On ne peut pas dire, bien sûr, que voilà, on a un chemin bien clair pour réaliser les résultats souhaités. Ça s'appelle les projets extrêmes. D'accord? Lorsqu'il y a des circonstances qui sont un peu délicates, soit des projets dans un environnement agité, soit des projets dans des endroits à conflit, de guerre, etc. On n'a pas une vision. D'accord? Pour des projets avec un but inconnu et improbable, d'accord? Pour des projets de type de haut niveau de risque, c'est ça. D'accord? Vous aurez un projet, par exemple, en Syrie. On n'a pas une visibilité. On ne peut pas déterminer la date début, la date fin de chacune des phases. D'accord? Aucune garantie sur la valeur qu'apportera le projet à l'entreprise. Il n'y a pas de garantie. Est-ce qu'on va gagner ou pas? Vous allez monter un projet au Yémen ou dans un pays africain où il y a, je dirais, des problèmes, où il y a de guerres, etc. Vous n'avez pas, je dirais, une garantie que vous aurez, bien sûr, les résultats souhaités. Et c'est pour cette raison qu'on les appelle projets extrêmes. Alors, quels sont les avantages du ISO 21500? Premièrement, et comme tous les standards et normes, c'est réussir, bien sûr, la livraison du projet. Faire le transfert du savoir, transfert de compétences. Amélioration de l'environnement de projet et de l'engagement de l'équipe de projet. D'accord? C'est un processus efficace pour réaliser des appels d'offres. Et bien sûr, c'est un processus principal universel de management de projet, connu par tout le monde et surtout qu'il est basé sur une norme qui est très, très connue, qui est le PMBOK ou le PMI. D'accord? Voilà la structure qu'on aura. On va commencer dans les choses sérieuses maintenant. Et bien sûr, je vais commencer par la définition d'un projet. Puis, c'est quoi le management du projet? D'accord?
c'est quoi la relation entre la stratégie de l'organisation et bien sûr les projets, l'environnement du projet, le mode de gouvernance, ça veut dire la hiérarchie d'un projet, les compétences du personnel du projet, c'est très, très important et c'est pour cette raison qu'on insiste à ce qu'avant de passer en mode projet en utilisant une méthode ou un référentiel, il est de préférence que l'ensemble du personnel doit avoir des formations en la matière, le cycle de vie du projet, les contraintes du projet, bien sûr, et la relation entre les concepts de projet, les concepts et les processus de projet. Ça, c'est notre objectif, Inch'Allah, pour cette séance. Alors, le projet, vous allez faire la remarque. Ici, on a, je ne sais pas si c'est visible ou pas. Voilà. Voilà. Il y a un environnement organisationnel, il y a un environnement externe, il y a les opérations quotidiennes et bien sûr, on a l'environnement projet que vous allez constater ici. C'est l'environnement projet. Le mode de gouvernance, ce sont les structures qui coordonnent au sein du projet, d'accord? Et bien sûr, le projet et son organisation, il est ici, d'accord? Voilà, on aura le projet, il y a les processus de gestion, et maintenant, on ne parle pas de management, on parle de gestion, le processus de production et le processus, bien sûr, de support relatif au projet. Voilà. Un projet est un ensemble unique de processus constitué d'activités coordonnées et maîtrisées. Et après, c'est la définition donnée par ISO, bien sûr. Après, je vous donnerai une définition qui est très courte. D'accord? Ayant des dates de début de fin, ça veut dire que le projet, déjà, il est déterminé dans le temps. Il n'y a pas un projet qui n'a pas de date. Chaque projet doit posséder une date de début et une date, bien sûr, de fin. La réalisation du projet requiert la fourniture de livrables. Ça veut dire qu'on est obligé de donner un livrable, quelle que soit sa nature, d'accord? Ça peut être un service, un produit, d'accord? Ou bien un document, une étude ou quelque chose comme ça, d'accord? Le projet, il a beaucoup de contraintes, mais je reviendrai sur une définition qui est donnée par le PMI, qui disent que le projet est une entreprise temporaire, d'accord, qui a un objectif de fournir un produit, un service ou un résultat. C'est ça, c'est ça. Et que le projet, il est déterminé dans le temps. Il possède une date de début, une date de fin, d'accord? Et que le projet, bien sûr, doit, en fin de compte, être accepté et validé par le client final. Par contre, le management, alors on a donné la définition du projet avec ses caractéristiques, résultats, coûts, dates, etc. On va détailler par la suite. On passe au management. Alors, le management consiste à appliquer les méthodes, les outils, des techniques et des compétences aux activités du projet, afin, bien sûr, d'atteindre les exigences du projet donné. C'est ça. C'est l'utilisation des méthodes, c'est l'utilisation des outils, c'est l'utilisation des techniques et bien sûr des compétences. Le management de projet est utilisé par l'utilisation des processus tels que le lancement, qu'on peut appeler aussi initiation, tels que la planification, tels que l'exécution et bien sûr la maîtrise et la clôture. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que là, lorsqu'on parle de lancement, c'est un groupe de processus. Lorsqu'on parle de planification, c'est un groupe de processus. Et lorsqu'on parle d'exécution, maîtrise et clôture, c'est pareil. Ce sont des groupes de processus, bien sûr. Voilà. La stratégie de l'organisation. L'idée de projet, normalement, lorsqu'on parle de projet, il doit être initié par une décision prise par le top management. D'accord? C'est ce qu'on appelle la stratégie. Et la stratégie, elle est toujours schématisée par un schéma directeur. La plupart des portefeuilles de projets sont initiés par des schémas directeurs, à part des projets qui viennent à l'improviste, où on ne peut pas confondre aussi avec des projets
liées à la production. D'accord? Alors, la stratégie essaie d'identifier les opportunités qui existent, des opportunités, bien sûr, de gains de notoriété, de positionnement sur le marché. Et bien sûr, ces opportunités, lorsqu'ils sont validés, d'accord, ils se concrétisent par des projets, en sélection des projets ou bien de porte-projets, bien sûr pour contribuer à réaliser des bénéfices. Or, on ne peut pas dire que tous les projets ils ont un objectif de gain financier. Il y a des objectifs qui sont réalisés pour des gains de conformité réglementaire. D'accord? Un projet de sécurité ou un projet, je dis n'importe quoi, c'est un projet qui a un objectif d'être conforme avec la réglementation et avec, bien sûr, les lois mises en vigueur. Bien sûr, la direction, la direction est responsable de l'évaluation des meilleures opportunités. Le projet n'est validé que bien sûr, par le top management. Bien sûr, comme j'ai déjà expliqué, les opportunités peuvent répondre à une nouvelle opportunité de marché, un besoin actuel de l'organisation pour répondre à une exigence légale ou autre. Ça, c'est déjà, bien sûr, on a déjà expliqué. D'accord? L'environnement de l'entreprise, il y a deux types d'environnement, les facteurs externes, d'accord? Bien sûr, c'est des facteurs qui sont en dehors du périmètre ou des limites de l'organisation, tels que les facteurs socio-économiques, la géographie, la politique, la réglementation, la technologie, etc. Et bien sûr, des facteurs internes, dans la limite ou dans les limites de l'organisation, la stratégie préconisée, la technologie utilisée, le niveau de maturité du management de projet, est-ce qu'il y a déjà une mise en place d'un référentiel ou d'une norme ou pas, ainsi que la culture, est-ce qu'il y a cette culture d'appartenance, la structure, est-ce qu'il est fonctionnel, est-ce qu'il est matriciel, est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent bien sûr et je dirais, qui déterminent la réussite ou pas du projet. Et là, j'ouvre une parenthèse. Lorsqu'il n'y a pas un engagement du top management, lorsque la structure organisationnelle de l'entreprise elle est un peu délicate, on va vous assurer que le projet, la mise en place d'un système ou d'une norme de projet ne va pas réussir. C'est sûr et certain. Voilà un descriptif qui schématise bien sûr le projet. On a des programmes de projets qui sont constitués de plusieurs projets et d'activités. On a des portefeuilles de projets et bien sûr on a la notion projet. Là, je m'arrête pour expliquer. Alors, pour le programme de projet, ce sont des projets qui sont connectés. D'accord? Un programme de projet, ce sont des projets qui sont connectés. Je dirais projet de construction de votre logement ou bien un programme de projet de construction d'habitat. Dans ce programme-là, il y a le projet d'électrification, il y a le projet de grosses œuvres, il y a le projet de finition, il y a le projet hydraulique, il y a plusieurs projets. Ces projets-là, ils sont liés. Il y a une connexion, il y a une dépendance. D'accord? Parce que je ne peux pas commencer le projet d'électrification sans que le projet de grosses œuvres soit achevé à 100%. Je ne peux pas commencer les grosses œuvres, le carrelage, sans que le projet, je dirais, n'importe quoi, l'autre projet soit achevé. C'est pour cette raison qu'on les appelle programmes de projet. Alors, programmes de projet, ce sont des projets qui sont interconnectés. D'autre part, le portefeuille de projet, c'est un ensemble de projets. Mais la condition, c'est que ces projets peuvent ne pas être connectés, peuvent ne pas avoir une dépendance entre eux. Ça s'appelle un portefeuille de projet. Et pour globaliser, pour donner une définition au portefeuille de projet, c'est un ensemble de projets et de programmes de projets en même temps. C'est ça ce qu'on appelle le portefeuille de projet. D'ailleurs, je reviens un peu en arrière pour dire que lorsque la société réalise un schéma directeur, le output de ce schéma directeur, surtout, qui est le plus important, c'est le portefeuille de projet. D'accord? La vision, chaque entreprise, elle a une vision, il a une mission, il a une vision, il a une stratégie, et cette stratégie doit être réalisée par le biais d'un schéma directeur,
Ce schéma directeur, la stratégie, bien sûr, ce schéma directeur, il a une durée de vie de 5 ans. Ça veut dire que le portefeuille global du projet va permettre à l'entreprise de réaliser l'ensemble du projet sur 5 ans. Et je répète qu'il y a des projets qui viennent à l'improviste, il y a des projets qui peuvent être réalisés en dehors, bien sûr, du schéma directeur, mais leur nombre doit être limité. Parce que les projets, on ne peut pas se permettre de jouer avec les projets et de dire le jour au lendemain, voilà, bien sûr, on va faire ce projet. Pour réaliser ce projet, on va venir par la suite, il y a ce qu'on appelle le mode gouvernance. Un échec de mise en place d'un projet, c'est une perte financière et c'est une perte de temps pour l'entreprise. Et d'ailleurs, pour les gens qui connaissent les 5 aspects, les 5 piliers de la gouvernance, qui sont premièrement l'alignement stratégique, deuxièmement la création de valeur, troisièmement la gestion des ressources, quatrièmement la gestion au management de risque et cinquièmement les indicateurs de performance. Ce sont les 5 piliers, bien sûr, de la gouvernance. On prend les deux. L'alignement stratégique, ça veut dire que chaque projet réalisé doit s'aligner avec un besoin métier. On ne crée pas les projets au hasard. Le deuxième point, c'est que chaque projet réalisé, on doit être sûr et certain qu'il y aura une valeur ajoutée pour ce projet. Là, c'est le vrai mode de gouvernance. Et l'échec de la mise en place ou de la réussite des projets n'est qu'un échec, bien sûr, relatif à une mauvaise gouvernance. Alors, on disait la gouvernance, etc. Bien sûr, ça entre aussi s'il y a des politiques, s'il y a des processus, les limites des autorités, c'est les rôles et responsabilités, les interactions, bien sûr, entre les comptes pour éviter la segregation of duty, et bien sûr, la gestion de risque qu'on a, bien sûr, abordé. La gouvernance, il y a les structures, d'accord? Il y a les personnes et il y a l'information. Là, on parle de gouvernance projet, non pas gouvernance de l'entreprise, pour ne pas confondre avec les 5 piliers. La structure qui est la structure de réalisation de projet, les personnes qui vont contribuer dans le projet et quelle est la nature de l'information qui va circuler entre ces 3 éléments. Projet et opération, d'accord? On ne passe en mode opération qu'après la fin du projet. Lorsque le projet est livré, on est dans le mode opérationnel. On n'est pas dans le mode, bien sûr, on n'est pas dans le mode projet. D'accord? Une fois le client accepte, bien sûr, accepte le projet, bien sûr, on passe à l'activité support. Lorsqu'il y aura un problème, c'est l'équipe support qui va prendre en charge, ce n'est pas l'équipe de projet. La livraison, ça veut dire que l'équipe projet va s'éclater. On n'a plus d'équipe de projet. D'accord? Alors, voyons maintenant la différence qui existe entre le projet et le mode opérationnel. L'unicité, le projet est unique. D'accord? Déterminé dans le temps, ou déterminé par les objectifs, temporaire, date début, date fin. Imprédicable et incertain. On ne sait pas si on va réussir ou pas. On ne sait pas si le produit va répondre aux besoins ou pas. Par contre, la partie opération, lorsqu'on est dans le mode opérationnel, normal et habituel, c'est quelque chose qui se répète, qu'on fait chaque jour. On est en production. Continue, bien sûr, la même chose. On n'est pas dans l'innovation, on n'est pas dans l'inconnu. L'activité elle est permanente. Même les ressources, ils sont permanentes. Si quelqu'un fait une tâche, c'est sa tâche qui va la faire, bien sûr, pour toujours. Prédicable et certain. On sait c'est quoi le résultat parce qu'à force de forger, d'utiliser, etc., on sait bien c'est quoi le résultat et la fin de la production de ce processus. Alors, rôle et responsabilités. La réussite du projet est liée directement à l'aptitude de responsable du management de projet. D'accord? Premièrement, on doit savoir quelles sont les attentes des parties prenantes. Ils attendent quoi de nous? D'accord? Ils veulent quoi? Vous pouvez dire d'une autre manière, c'est quoi leur cahier de charge. D'accord? Mais il est très important de comprendre les parties prenantes, leurs intentions, leurs demandes, exigences, leurs besoins et bien sûr leurs attentes. D'accord? Je vais essayer de vous chercher si j'arrive à trouver le document que je peux partager avec vous. D'accord? Voilà. Une petite seconde, si vous permettez, pour voir.
Voilà, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Alors, je vais partager avec vous. Ça ne marche pas. Je vais chercher un autre. Hmm. Voilà, j'ai trouvé le premier document. Je chercherai le deuxième, bien sûr. Voilà, voilà. Stakeholders. Hein? Matrix. Stake. Voilà. Désolé pour le retard. Mais voilà, je vais essayer de partager avec vous ce document qui représente, bien sûr, le registre. Voilà. Alors, on est obligé, avant de commencer le projet, de déterminer Stakeholder Register. D'accord? Vous allez trouver le project title, le titre du projet, la date de préparation, d'accord? Le nom de la partie prenante, sa position, son rôle, son contact. C'est quoi les prérequis? On a besoin de quoi? On attend les acceptations. C'est quoi je dirais, les attentes? L'influence de cette partie prenante, est-ce qu'il est forte, est-ce qu'il est moyenne? Et on saura pourquoi, parce on est en train de gérer même la partie gestion de risque et la classification. Est-ce que c'est une partie prenante interne ou une partie prenante externe? Alors, je partagerai encore l'autre document, d'accord? C'est le document de la matrice. C'est très important. Alors, une fois je me décide, j'arrive à déterminer quelles sont les parties prenantes, je dois mettre en place une matrice d'influence de ces parties prenantes. Quelles sont les parties prenantes qui sont fortes et quel est leur intérêt? D'accord? Pourquoi? Parce que si vous avez une partie prenante forte dans le projet qui va impliquer avoir une grande influence sur le projet et qui n'a pas intérêt, c'est une zone de risque. Ça peut être une source de risque. D'accord? Et c'est pour cette raison, on doit déterminer quelles sont les parties prenantes fortes et qui ont un intérêt dans le projet. Aussi, quelles sont les parties prenantes fortes et qui n'ont pas intérêt dans le projet. Les parties prenantes faibles et qui ont intérêt dans le projet. Et les parties prenantes faibles et qui n'ont pas intérêt dans le projet. Ça, ces deux documents permettent bien sûr de déterminer, premièrement, le registre des parties prenantes et deuxièmement, la matrice d'influence de ces parties prenantes. Voilà. Je crois que c'est bon. Je ne sais pas si j'ai partagé, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai partagé. Voilà, la matrice. D'accord? Ça, c'est la force. Ça, c'est l'intérêt. Et bien sûr, on posera chacune des parties prenantes dans son emplacement. D'accord? Voilà. Je reviens au slide. C'est fait. Les parties prenantes, c'est très, très important. La gouvernance de projet, comité de conseil de pilotage de projet. Le commandataire, c'est lui qui paye, qui va financer le projet. Le chef de projet, l'équipe de projet. L'équipe de projet. Alors, l'équipe de gestion de projet sur le terrain et l'équipe de projet. Là, c'est ne confondez surtout pas, s'il vous plaît. Je dirais l'équipe qui sont sur le terrain, qui sont en train de réaliser, et l'équipe de management de projet. Ils sont tout à fait différentes, deux logiques différentes. Et on va l'expliquer, bien sûr, après. Et bien sûr, sans négliger, il y a d'autres parties prenantes, les organisations, les employés, les actionnaires, etc. On peut aussi les considérer en tant que parties prenantes.
Alors, la compétence du personnel. Il convient que le personnel du projet développe ses compétences en matière de principe. On ne peut pas se permettre de parler un jargon, processus, domaine, groupe, etc. pour des gens qui n'ont pas été formés. D'accord? S'il y a des écarts, on sera dans l'obligation de former le personnel avant d'entamer le projet, avant de commencer le projet. D'ailleurs, il y avait des sociétés, je citerai CDG Capital, etc., parce qu'ils sont dans le service IT. Ils ont à un certain moment préféré les lauréats qui ont une certification utile. D'accord? Des lauréats qui ont une certification utile. Et si le profil leur intéresse, ils étaient dans l'obligation de le former sur utile et de l'obliger à passer la certification utile parce que c'était un élément très important. Le cycle de vie de n'importe quel projet, d'accord? Vous allez constater que la première partie, c'est le début de projet, c'est la partie initiation, sortie du PM, d'accord? Et cette partie, il a un objectif de réaliser un document qui est très, très important, ce qu'on appelle la charte de projet ou Project Charter, d'accord? C'est un document qui permet de donner le kick-off, qui permet le démarrage du projet, d'accord? Bien sûr, après, il y a la phase organisation et planification qui donne aussi un output extraordinaire, très robuste. Et là où on est obligé de faire un travail colossal dans la partie préparation et planification, ça s'appelle Project Management Planification, le PMP. Mais cette fois, c'est le plan de management de projet et non pas la certification. Après la planification, on va se focaliser sur la réalisation du travail, d'accord? La réalisation du travail de notre mission va donner lieu à un livrable qui sera bien sûr accepté par le client. Un livrable accepté par le client n'est pas synonyme que le projet est clôturé. Non, parce qu'on aura besoin de d'autres choses afin bien sûr de clôturer le projet. Ces choses-là sont les documents de projet archivés. D'accord? C'est les documents de projet archivés. Alors, je répète, début de projet, c'est un ensemble de processus. Organisation, préparation, un ensemble de processus. Réalisation du travail, un ensemble de processus. Et de même pour la clôture. Lorsqu'on parle de processus, on a dit qu'on a besoin d'éléments input, d'éléments output. Et ces deux éléments, bien sûr, ils vont faire rouler une moulinette pour donner cet output. Pour la première phase, le output, c'est la charte de projet. Pour la deuxième phase, le output, c'est le plan de management de projet. Pour la troisième phase, c'est le livrable accepté par le client. Et pour la quatrième phase, c'est la documentation du projet. Pourquoi je parle de la documentation? Parce que dans cette partie, j'ai mentionné deux choses. Il y a l'équipe de gestion de projet qui vont réaliser le projet, produire le livrable, et il y a une autre équipe qui ne se focalise que sur la documentation. C'est l'équipe de management de projet. Et c'est pour cette raison que les deux, d'accord, livrable accepté plus documentation du projet archivé, ça donne un projet clôturé. Ça donne un projet clôturé. Alors, chers collègues, cette première séance prend fin. J'espère vous voir le mercredi prochain avec la suite de ce cours. J'espère que cette proposition a été intéressante. Je reviens pour dire que ces normes-là ne remettront jamais en cause les autres cours de management de projet, mais il y a deux philosophies. Il y a une philosophie, je dirais, francophone qui se base sur tout ce qui est académique et tout ça. Et si vous allez faire le constat et la remarque, tout ce qui est anglo-saxon, même l'Asie, le Japon, la Chine, etc., ils se focalisent sur les standards et référentiels. Ils ont cette notion de ne pas laisser tous les cours qui sont ouverts, mais non, on vient pour standardiser les référentiels et les normes et avoir un cours, bien sûr, spécifique, un livrable spécifique, des outils qui sont spécifiques. Et ça aide à la normalisation, ça aide à la mondialisation. Ça veut dire que quelqu'un qui a le PMP au Maroc peut facilement s'intégrer dans une équipe de projet en Asie, peut s'intégrer facilement en une équipe en Amérique, etc., etc. Et c'est ça qui crée la force. La deuxième force, c'est que ces éléments-là donnent lieu à la certification. Et la certification,
reste un élément fondamental pour valider les compétences. Moi, en tant que candidat, lorsque je présente mon CV de candidature chez un recruteur, je note que j'ai des notions de management de projet. Je crois que ça serait très intéressant de dire que j'ai un certificat en management de projet, soit PMP, PRIS2, PRISM ou bien ISO 21500. Et c'est pour cette raison que j'insiste à chaque intervention que je fasse qu'il faut s'orienter vers la certification, s'orienter vers les standards, s'orienter vers les normes. C'est une valeur sûre. On joint l'utile à l'agréable, on joint le cours officiel, on joint l'obtention du certificat et bien sûr, ça nous permet d'avoir un positionnement dans le marché, soit en tant que collaborateur, soit en tant que consultant. Alors, merci, cher ami, merci, chers participants, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Un grand remerciement encore une fois à l'équipe et aux organisateurs de Qara Iftar. Une bonne expérience qu'on souhaitera, Inch'Allah, réussir avec vous. Merci et à la prochaine.